Bonsoir. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Terrail, je suis sociologue. J'ai fait une carrière d'enseignant-chercheur, une carrière universitaire, et je travaille depuis une vingtaine d'années sur les questions que je vais évoquer ce soir. Et le petit ouvrage que je viens de publier et qui m'a donné l'occasion de vous rencontrer à différents égards synthétise les résultats auxquels je suis parvenu au terme de ces 20 années. Vous entendez pas bien? Oui. Rapprochez le micro. Voilà. Près du micro. Voilà. Ah oui, en effet. Excusez-moi. Donc, ce que je me propose avant qu'on débatte ensemble, c'est d'examiner ce que il est convenu d'appeler la question de l'école aujourd'hui en France. Pour commencer, comment est-ce que cette question se pose? Les questions de l'école sont toujours des questions politiques importantes, puisque la formation des jeunes générations, enfin l'école c'est la formation des jeunes générations, c'est l'avenir du pays. Il est naturel que tout le monde y accorde une certaine importance. Et ce qui est assez évident, c'est qu'aujourd'hui en France, cette question de l'école est particulièrement, enfin, suscite un mécontentement assez général. Viennent juste le collègue qui m'a introduit enseigne les mathématiques. Vous avez sans doute vu dans la presse que vient de tomber un résultat d'enquête. La France est la dernière en Europe pour l'enseignement des mathématiques. La France se signale, l'école française se caractérise sans doute par un écart maximum. En tout cas, c'est certainement l'une des écoles, l'un des systèmes éducatifs nationaux les plus marqués en ce sens. Notre école se caractérise par un contraste fort entre son égalitarisme affiché, mais un égalitarisme qui reste largement formel, puisque les inégalités scolaires ont une réalité incontestable, importante, durable, et nous sommes l'un des pays en Europe, et sans doute peut-être aussi dans le monde, dans lequel les inégalités à la sortie de l'école sont plus importantes encore que les inégalités culturelles, économiques qui traversent l'ensemble de la société. Notre école ne compense pas les inégalités entre ces publics, mais à la sortie, ces inégalités sont plutôt aggravées. Rappel historique, rapidement, pour mettre les choses en perspective, c'est dans l'entre-deux-guerres et sous la 4e République, nous avions en France, non pas une école, mais 2 écoles. Nous avions l'école du peuple qui scolarisait la grande majorité de la population, qui était l'école de quartier, l'école communale, dont on sortait, pour les bons élèves, on était présenté au certificat d'études et dans le meilleur des cas, on le réussissait, ce qui était au moment de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près le cas d'un jeune sur 2. Et l'autre école, ces bons élèves pouvaient entrer dans l'école primaire supérieure et dans le meilleur des cas, ils réussissaient le concours de l'école normale, ils devenaient instituteurs. L'autre école, c'était le système des lycées, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le réseau des lycées des centres-villes, dans les grandes villes. Ces lycées accueillaient l'air public à partir du CP, qui était la 11e à l'époque, les petits lycées, et donc on avait 2 réseaux de scolarisation entre lesquels il y avait très peu de communication. La proportion d'élèves qui passaient du primaire au secondaire était infime, et vous le comprenez bien, le secondaire n'était pas comme aujourd'hui la suite du primaire, mais un autre réseau
de scolarisation destinée à une autre population. C'est ce que les débuts de la Ve République, sous l'égide du général de Gaulle et notamment du ministre de l'Éducation nationale, M. Berthoin, c'est avec ce double réseau de scolarisation que la Ve République va mettre fin, en mettant en place, en portant la scolarité obligatoire à 16 ans, en supprimant l'examen d'entrée en 6e, en mettant en place ce que les historiens aujourd'hui conviennent d'appeler l'école unique. Donc, dans mon intervention, je parle d'école unique, c'est notre système actuel qui accueille tout le monde et qui, comme vous le savez, trie et élimine au fur et à mesure les publics qu'elle reçoit. Et la mise en place de cette école unique a provoqué un très fort essor de la scolarisation. On peut dire que les transformations de la société française lui doivent énormément. Je pense qu'il y a en tant que chercheur, mes travaux m'ont appris, je crois qu'il y avait deux grands facteurs en France qui avaient provoqué, qui avaient été moteur de transformation de la société française. C'est ce qui s'est passé du côté des femmes, et en amont encore, parce que ce qui s'est passé du côté des femmes avait à voir aussi avec les transformations de la scolarisation. 4% de bacheliers au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui près de 70%. Mais ces deux chiffres ne sont pas strictement comparables. À vrai dire, il faudrait comparer le bac de 1945 avec le bac général d'aujourd'hui. Ça fait quand même des effectifs multipliés par 8 ou 9. Et ceux qui n'ont pas un bac général vont quand même beaucoup plus loin dans leur scolarité qu'on y allait autrefois. Cet essor, pour l'essentiel, s'est grippé au milieu des années 1990, au terme de la décennie ouverte par Jean-Pierre Chevènement, qui avait lancé le mot d'ordre 85% d'une génération au niveau du bac. Les flux se sont figés, on peut dire, donc précisément le tournant c'est l'année 1994. Depuis lors, ceux qui vont dans l'enseignement supérieur, ils prolongent leurs études. On est passé de bac plus 3 à bac plus 5, mais les grandes masses de sortie du système scolaire aux différents niveaux sont restés à peu près les mêmes. À mon avis, pour une raison assez facilement compréhensible, c'est que les différences d'acquisition cognitive effective au long du cursus, ces différences avaient une telle ampleur que entre les individus, entre les publics appartenant aux différents milieux sociaux, entre les établissements, les mauvais collèges des mauvais quartiers et les bons collèges des bons quartiers, les différences de valeur scolaire, de niveau réel d'appropriation de la culture écrite, ces différences étaient telles que si on avait continué comme ça, l'étiquette école unique n'aurait plus eu aucun sens. Voilà, et donc on a un tournant au milieu des années 90 dans le processus de croissance et de prolongation des scolarités, et ce tournant s'est accompagné d'une modification très marquée des politiques scolaires, puisque jusque au milieu, disons à la deuxième moitié des années 1990, le mot d'ordre général consistait à dire il nous faut une école qui assure réellement l'égalité des chances. Et puis, à partir du tournant des années 2000, se sont mises en place les politiques qu'on désigne comme des politiques de socle commun, sur le principe desquelles un très large accord
s'est fait dans le pays, des partis de droite au Parti socialiste à gauche, puisque sur le principe général, le principe du socle payant est assez largement identique au principe du socle filant. Ce principe, c'est lequel? Eh bien, tout simplement, c'est une façon de prendre acte du fait que l'école unique, d'un côté, a permis cet essor massif des scolarités, mais en même temps a eu pour effet une translation vers le haut des inégalités scolaires, l'inégalité des chances selon l'origine sociale est restée la même au terme de ce processus que ce qu'elle était, cette inégalité, dans les années 60, entre l'espoir d'un enfant d'ouvrier et l'espoir d'un enfant de cadre d'accéder à un bac général. La différence était de 45 points dans les années 60, elle est aujourd'hui de 50 points. Il n'y a pas eu du tout de réduction des inégalités scolaires, et cette absence de réduction se traduit par le maintien, là on ne parle plus en termes relatifs, mais en termes absolus, d'un échec de toute une partie des publics qui accueillent l'école à entrer véritablement dans la culture écrite, puisque les enquêtes mettent le doigt sur le fait qu'aujourd'hui encore sortent du système scolaire 20% de jeunes désignés en grande difficulté de compréhension de l'écrit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre un texte pas très long et de compréhension en principe assez facile qu'on leur soumet. 20% par an, ça fait 150 000 jeunes, 200 000, non, 150 000, un peu plus même, puisque maintenant on a 800 000 enfants chaque année en France. C'est considérable, on arrive vite, au bout de quelques années, à compter est-ce que quasi-illettré est un terme, oui, sans doute exagéré, mais enfin, ce sont vraiment des enfants qui sont très, très, très fortement passés à côté de ce que l'école a essayé de leur enseigner. Ça fait des millions, et des millions, pas de personnes âgées qui sortent maintenant du marché du travail, mais des jeunes qui représentent l'avenir. Et je crois que ça fait problème. Donc ces politiques de socle commun, c'est une politique de renoncement. On est passé de l'idée du principe il faut que l'école s'organise pour que tout le monde, quelle que soit son origine sociale, son sexe, etc., ait les mêmes chances de réussite, qu'on sélectionne les meilleurs, que ce soit les plus méritants qui sortent les mieux diplômés. On est passé de ça à l'idée que, au bout du compte, on voit bien qu'on n'arrivera pas à faire entrer normalement dans la culture écrite toute une partie des publics qu'on accueille à l'école. Par conséquent, ces publics, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de leur donner, si on est méchant, on dira un vernis d'employabilité, un vernis d'esprit citoyen. Voilà, et ça, c'est la définition et le contenu des fameux socles communs que tous les enfants sont censés maîtriser à l'âge obligatoire de la fin de la scolarité. Donc ces politiques de socle commun sont des politiques de renoncement à une école de l'égalité, à une école de la réussite pour tous. Et ce renoncement, me semble-t-il, fait problème pour trois raisons. Première raison, aussi bien on peut aborder la question des capacités des élèves à entrer dans la culture écrite de deux façons. On peut l'aborder, c'est ce que j'ai fait moi en tant que chercheur,
en partant de l'idée que tous les humains parlent suffisamment pour être compris, maîtrisent suffisamment les codes de base de la langue pour pouvoir développer leurs compétences langagières tout au long de leur existence. On peut partir de cette idée et se demander ce que sont les compétences intellectuelles que l'on acquiert quand on devient un être parlant, quand on entre normalement dans le langage, quel que soit l'usage qu'on fait du langage, puisqu'on sait bien qu'on ne parle pas de la même façon dans les beaux quartiers et dans les cités populaires. Et à cette question, en référence aux travaux des grands linguistes du XXe siècle, mais aussi en référence aux travaux des anthropologues, comme en référence aux travaux des psycholinguistes, le travail que j'ai mené sur cette question m'a conduit à cette réponse très affirmative. À l'âge de l'entrée dans l'école élémentaire, tous les enfants disposent des capacités de pensée réfléchie, des capacités d'abstraction, de maniement de l'abstraction, des capacités de raisonnement logique qui, dans l'école, pourraient s'emparer pour faire entrer tous les enfants normalement dans la culture écrite. De leur côté, les travaux des gens qui, vous le savez, regardent le fonctionnement du cerveau humain avec les moyens modernes de l'imagerie à résonance magnétique, vont absolument dans le même sens, même si par définition ils font eux abstraction du fait que ce qui fait les humains c'est le langage et l'appropriation d'un patrimoine qui est extérieur. Nous ne sommes pas des animaux et nous n'avons pas au berceau en naissant les capacités de l'espèce, même pas la marche debout. Bon. Mais nous devons nous l'approprier. Ça, évidemment, en regardant le cerveau, on ne le voit pas, mais par contre, on voit, je pense bien sûr aux travaux qui sont très médiatisés de... qu'est-ce que c'est son prénom de Anne Stanislas Dehaene, merci, qui parle de l'enfant comme d'une formidable petite machine à apprendre, et qui donc va lui aussi, avec ses moyens de recherche propres, qui aboutit à cette même conclusion, qui valide cette affirmation de Joseph Jacotot, le pédagogue napoléonien, dont Jacques Rancière a magnifié le souvenir dans son bouquin sur le maître ignorant. Joseph Jacotot parlait d'égalité des intelligences. Oui, je crois que on peut entendre cette affirmation qui peut laisser perplexe, mais on peut aussi l'entendre en disant, de fait, à 6 ans, à l'entrée à l'école élémentaire, tous les enfants savent parler, donc disposent de ces outils mentaux dont l'école a besoin pour les faire entrer normalement dans la culture écrite. Donc la première raison pour laquelle ce renoncement des politiques de socle commun me paraît inacceptable, c'est qu'on ne peut pas d'un côté donner à l'école la mission de faire entrer tous les élèves dans la culture écrite, et puis d'autre part accepter que l'école ne remplisse pas effectivement ses missions. Deuxième raison que je tiens pour non négligeable, elle non plus, c'est que nous ne sommes plus à l'époque de Célestin Freinet dans l'entre-deux-guerres où un instituteur démocrate, révolutionnaire même, se donnait comme objectif de faire des ouvriers libres, indépendants, capables de se défendre, de se syndiquer, de militer avec d'autres, d'écrire un tract, etc. Bon, nous sommes à une époque où la science et la technologie la plus développée pénètrent notre société de toutes parts, et de toute évidence, c'est loin d'être fini. Donc, dans une société
dont on peut dire que son avenir démocratique est suspendu à ce qu'elle puisse devenir effectivement, non pas ce que l'OCDE appelle la société de la connaissance ou l'Union européenne, mais une véritable société savante, c'est-à-dire une société dans laquelle tous les citoyens ont les moyens intellectuels de participer à ce que seront dans tous les secteurs de la vie économique et sociale les débats de demain. Faire une croix aujourd'hui sur une proportion, sur l'entrée normale dans la culture écrite d'une proportion si importante de membres des jeunes générations, c'est compromettre gravement, à mon sens, compromettre gravement le potentiel d'avenir démocratique de nos sociétés. L'autre raison, oui, c'est que dans cette conjoncture, les scolarités longues, l'accès à l'enseignement supérieur, est devenu une revendication de masse. Toutes les enquêtes, les unes après les autres, montrent que dans tous les milieux sociaux, y compris dans les milieux les plus populaires, 9 parents sur 10 souhaitent que leurs enfants décrochent un bac et entrent dans l'enseignement supérieur. C'est là une revendication qui est porteuse de l'avenir démocratique, et je crois que c'est une troisième raison forte. Si l'on ne veut pas répondre à cette revendication, il faut le dire et il faut s'en expliquer. Voilà. La question qui me paraît posée, donc, que moi j'ai abordée en tant que chercheur, mais qui, je crois, nous est posée à tous, bien sûr des travailleurs de l'école directement, puisqu'il s'agit de leur vie, de leurs gestes professionnels quotidiens, mais aussi, pour les raisons que je viens de dire, à l'ensemble des citoyens, c'est comment aborder la question d'une école de la réussite pour tous. En tant que chercheur, ma démarche n'est pas ce qu'on trouve, je crois, un peu trop souvent sur le marché des idées scolaires, ne consiste pas à construire une utopie de toute pièce de l'école idéale en disant les enfants sont ceci, donc pour que ça marche, il faut faire comme ça. Non. Ma démarche, elle est différente. Elle consiste à partir de ce que mon ami Bernard Friot appelle le déjà là, c'est-à-dire, je viens de le rappeler, l'école unique a transformé les scolarités de l'ensemble de la population, même si les inégalités scolaires restent extrêmement fortes. Les chances d'un enfant d'ouvrier, français ou étranger, peu importe, d'arriver à un bac général, celui qui donne le plus de chances de réussite dans l'enseignement supérieur, ont été multipliées par 2 depuis les années 60. On est passé d'en gros 10% à 20%. Ça reste encore très minoritaire, c'est quand même un progrès très loin d'être négligeable. La question qu'il faut poser, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qui a bloqué ce processus, sur quoi est-il venu buter, pourquoi l'école n'a pas été en mesure de mobiliser plus efficacement ces ressources mentales, intellectuelles dont tous les enfants disposent, y compris les enfants des milieux populaires. Il faut donc examiner le système éducatif et ses fonctionnements sous l'angle de cette question que je viens de dire, et donc il faut porter l'attention sur les 3 registres d'existence de tout système éducatif, c'est-à-dire le registre de l'organisation des parcours,
rupture, si l'on veut. L'organisation des parcours dans notre système éducatif actuel étant caractérisée par le fait qu'il n'y a qu'une école, tout le monde y est accueilli à partir de 3 ans, que la scolarité obligatoire va jusqu'à 16 ans, et que ce système éducatif offre des sections, des niveaux de classe, des filières à partir de la seconde différenciées. Donc, premier registre, celui de l'organisation des parcours. Deuxième registre, celui des dispositifs pédagogiques ou des façons d'enseigner. Et troisième registre, celui des contenus. Ce troisième registre, à lui seul, est une question énorme. Le groupe de recherche auquel je participe, qui s'appelle le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, qui anime un site auquel vous pouvez vous reporter pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle démocratisation-scolaire.fr. Ce groupe de recherche a lancé depuis 3 ans un séminaire public sur la question des contenus, mais nous avons engagé là un travail qui va durer des années si on veut faire les choses un peu plus sérieusement que le fait l'actuel Conseil national des programmes. Je vais simplement évoquer ici les 2 premiers registres, celui de l'organisation des parcours et celui des pratiques d'enseignement. En ce qui concerne l'organisation des parcours, on méconnaît souvent que le principe qui est au cœur de l'école unique, c'est celui de la mise en concurrence des élèves. Souvent, quand je dis ça, les enseignants de l'école unique lèvent un sourcil étonné en disant « Comment ça, je ne mets pas mes élèves en concurrence, j'essaie de les former. » Oui, mais ces enseignants travaillent dans un système qui les déborde, qui leur impose ses règles, et ils sont amenés à organiser cette concurrence entre les élèves, puisque dès maintenant, d'ailleurs, la petite section de maternelle, les enseignants sont légalement tenus, réglementairement tenus d'évaluer systématiquement leurs élèves, et ces évaluations vont peser sur la distribution des bonnes et des mauvaises places à l'issue de la scolarité. Mise en concurrence des élèves, j'ai été frappé d'ailleurs par le fait que France Stratégie, qui est l'organisme qui a succédé en 2013 à l'ancien commissariat général au plan, vient de publier en septembre un rapport où il pose à très juste titre la question « Quelle finalité pour l'école ?» parce que on va se bagarrer entre pédagogues et républicains sur telle ou telle procédure, mais jamais on se demande qu'est-ce que nous voulons faire de notre école. Donc ce rapport pose cette question et part du constat, du même constat que je suis en train de faire, à savoir que ce qui caractérise l'école unique, c'est bien la mise en concurrence générale, et pas seulement des établissements, parce que ça, cet aspect-là, il est souligné par les chercheurs, et il est assez conscient parmi les élèves, les parents, dans l'ensemble de la société, mais c'est une mise en concurrence générale de tous les élèves, de tous les individus, et à travers eux des classes sociales, les fractions de classe, sachant le poids qu'a pour la plus grande partie de la population ce qui se joue dans le destin scolaire. Cette mise en concurrence pénalise doublement les enfants des classes populaires, d'une part parce que quand vous arrivez avec des ressources différentes et les enfants de ce que Bourdieu appelait les héritiers, à qui les parents ont transmis et ont préparé à répondre aux exigences de l'école, ces enfants arrivent avec
je disais tout à l'heure, il y a égalité des intelligences, oui, mais avant même l'entrée au CP, d'aucuns ont davantage développé ces ressources que d'autres. Donc vous faites entrer des gens avec des ressources différentes, à la sortie, vous avez beaucoup de chances de retrouver, donc d'être dans une école, ce que Bourdieu appelait une école de la reproduction. Mais ce premier effet de la mise en concurrence se redouble d'un second effet, à savoir que dans une société où les pouvoirs économiques et sociaux sont aussi inégalement distribués que la nôtre, inévitablement, les ressources de l'institution scolaire seront d'autant plus abondantes que seront au prorata de la qualité sociale des publics, et toutes les enquêtes le montrent. Plus un établissement reçoit un public d'héritiers, plus le taux d'encadrement, les frais de fonctionnement de l'établissement, etc. sont abondants. Donc le deuxième effet de la mise en concurrence, c'est une distribution inégale des ressources de l'institution qui fait que celle-ci, le principe général de fonctionnement de cette institution, c'est celui du donner moins à ceux qui ont moins, ce qui se manifeste d'ailleurs d'emblée dans la façon dont on gère les parcours, puisque quand vous n'êtes pas bon en maths, on vous fait faire du français, que vous n'êtes pas bon en français, on vous fait faire de la technologie, quand vous n'êtes pas bon en technologie, on vous fait faire apprendre un métier. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre un métier, on vous envoie sur le marché. On se voit l'exercer sur le marché du travail. Et donc donner moins à ceux qui ont moins. On voit d'emblée qu'une école de l'égalité ne pourra pas être une école de la mise en concurrence des élèves. Or, l'instrument premier de la mise en concurrence des élèves, c'est l'évaluation, et pas l'évaluation en général, mais l'évaluation notée, l'évaluation classante, l'évaluation qui permet de classer et de hiérarchiser les élèves. L'instrument premier de la mise en concurrence, c'est la note. Donc on voit d'emblée que si l'on veut une école de la réussite pour tous, il faut penser à une école qui ne mettra pas les enfants en concurrence. Et une école qui ne met pas les enfants en concurrence, c'est une école qui est organisée autour d'un tronc commun, qui ne note pas, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'évalue pas. Il n'y a pas d'apprentissage sans évaluation, à commencer par l'apprentissage de la parole. Mais pour évaluer, on n'est pas obligé de noter et de classer. Je passe maintenant au registre sur lequel je m'attarderai davantage, c'est là-dessus qu'est centré mon dernier ouvrage, la question des pédagogies. Vous savez que la Ve République, je le rappelais tout à l'heure, donc a mis en place l'école unique, et on s'est vite aperçu que si on faisait rentrer... Bon, ça veut dire quoi mettre en place l'école unique? C'est-à-dire que progressivement, on a fait rentrer, ça s'est joué au long des années 1960, on a fait rentrer tous les enfants au collège. On s'est vite aperçu que les enseignants de collège disaient, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant, mais à l'école primaire, vous nous envoyez des enfants qui sont mal préparés pour suivre l'enseignement secondaire. Et donc, du coup, alerte générale dans l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on va faire pour pallier cette difficulté, autrement dit, pour préparer tous les élèves à entrer et à pouvoir suivre une scolarité secondaire.
En même temps, on continuait à avoir, et ça va durer souvent jusqu'en 68, jusqu'en mai 68, on continuait à avoir des règles de fonctionnement, d'imposition de la discipline scolaire qui étaient héritées de l'entre-deux-guerres, alors que pendant ce temps-là, la société avait beaucoup changé. Ces changements, vous le savez, se sont accélérés du temps de ma jeunesse, dans les années 60. Le sentiment était de plus en plus général et partagé que l'école devait se procéder à un aggiornamento. Aggiornamento, à une mise à jour. On n'élevait plus les enfants dans les familles de la même façon, l'école ne pouvait plus continuer à les traiter comme elle les traitait jusque-là. Ce qui va se jouer dans les années 70-80, et que j'appellerai la grande rénovation pédagogique, qui a consisté à passer d'une conception de la pédagogie dominée par l'idée selon laquelle les savoirs se transmettaient, à un système pédagogique dominé par l'idée selon laquelle les savoirs s'appropriaient par les enfants, ou ce qui était premier, c'était l'activité des enfants. Donc dans l'ancien système qu'on dit aujourd'hui pédagogie traditionnelle, pédagogie magistrale, etc., on imaginait que l'enseignant parlait, les enfants enregistraient. Maintenant, on sait que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, qu'il faut mettre les élèves en activité et les conduire à s'approprier les savoirs. Voilà, très rapidement résumé ce changement. Donc l'élève vient au premier plan, il est considéré comme un sujet, comme dans sa famille. La gestion, les modes de gestion autoritaire perdent du terrain. C'est d'ailleurs une période pendant laquelle, dans l'enseignement élémentaire, les formes d'imposition de la discipline scolaire vont changer assez vite. Donc on a le sentiment, et ce sentiment va être évidemment très fortement accentué par tout ce qui se joue en mai-juin 68, qui va au plan de l'enseignement supérieur être suivi de la loi Faure et avoir beaucoup de répercussions aussi dans le primaire et dans le secondaire. Donc on a ce sentiment qu'il faut mettre l'école à jour en matière à la fois de façon de conduire, de mode de conduite des apprentissages et de gestion des rapports entre les adultes et les enfants. Quand on regarde de près la façon dont s'est déroulé ce processus de rénovation pédagogique des années 70-80, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis revenu au texte de l'époque par des gens qui ont joué un rôle tout à fait de premier plan dans la mise en place, la conception, la mise en place, l'impulsion de cette rénovation pédagogique. On voit que ce souci de mise à jour, de modernisation de l'école s'est fait sous l'égide d'une idée très forte que je désignerai sous le terme de conviction déficitariste. À savoir, si les nouveaux qui arrivent au collège, qui jusque-là n'allaient pas au collège, c'est massivement des enfants des classes populaires, bien sûr, qui jusque-là se contentaient de l'école primaire et puis qui sortaient pour l'essentiel directement sur le marché du travail. Ce sont eux qui arrivent au collège et ce sont ces deux dont les enseignants de collège disent ça va pas, ils n'ont pas le niveau, il faut faire quelque chose, etc. Quand on revient au texte des années 60-70, on voit qu'il s'agisse des pédagogues qui ont joué un rôle important, qu'il s'agisse de
représentants de l'inspection, etc., on voit que chez tous ces acteurs, chez tous ces promoteurs de la rénovation pédagogique, ce qui domine, c'est l'idée que ces enfants sont en déficit par rapport à ce dont a besoin l'école pour agir, sur deux plans. Premier plan, ils ne reçoivent pas dans leur famille, ils n'héritent pas de leur famille une appétence spontanée pour les savoirs. Bon, ils vont à l'école parce qu'il faut aller à l'école, mais il n'y a aucune raison qu'ils viennent particulièrement motivés par l'apprentissage et par l'appropriation des savoirs, et qu'ils y consacrent de grandes énergies parce que dans leur famille, le savoir, c'est quelque chose qu'on tient à distance, et on n'a pas, comme dans les familles dans lesquelles les parents étaient eux-mêmes longuement scolarisés, on n'a pas transmis les valeurs positives, autant en tout cas les valeurs positives du savoir. Le deuxième déficit essentiel, c'est un déficit intellectuel. Ces enfants n'ont pas les ressources, non seulement les connaissances culturelles, mais les capacités de maniement de l'abstraction qu'on a dont on hérite dans les milieux aisés, dans les milieux bourgeois, dans les milieux intellectuels. Les textes de l'époque sont extrêmement clairs à cet égard, y compris sous la plume de gens de gauche, parce que il y a beaucoup de gens de gauche qui étaient au GFEN, enfin je parle là pour ceux qui connaissent un peu les mouvements pédagogiques, qui étaient proches des mouvements freinés, qui politiquement étaient proches de la gauche, souvent de l'extrême gauche, des progressistes politiques, et qui pensaient en termes d'émancipation des enfants et qui étaient convaincus de ce que je viens de dire. On trouve sous la plume de quelqu'un comme Hélène Romian, qui était à la direction du GFEN, membre du Parti communiste, etc. On trouve des phrases disant: on a mis en place cette réforme, et elle a présidé le plan qui a préparé la rénovation de l'enseignement du français dans l'enseignement élémentaire, qui a fait l'objet des instructions officielles de début 72, et dont on peut dire que ces instructions officielles ont ouvert la voie à l'ensemble du mouvement de rénovation pédagogique, qui a touché le secondaire moins que le primaire, mais enfin qui a vraiment transformé assez en profondeur les pratiques pédagogiques. Donc on trouve sous sa plume ces phrases-là disant les enfants qui arrivent maintenant, les enfants de la classe ouvrière, n'ont pas les ressources d'abstraction, des connaissances culturelles, etc. Et ils n'ont pas non plus ce rapport spontané au savoir. Donc ce déficit, il faut le surmonter. Et comment on va le surmonter? Eh bien, en proposant des apprentissages qui devront respecter trois principes. D'une part, ces apprentissages doivent s'adresser aux ressources effectives, aux ressources intellectuelles effectives de ces enfants. Donc il faut qu'ils aient un côté concret marqué. Si on affronte directement par une pédagogie trop frontale ces enfants à des enseignements trop abstraits, on va les perdre. Ils sont déjà en difficulté, on va les perdre. Deuxième principe, donc premier principe, mise en place de dispositifs pédagogiques concrets. Deuxième principe, il faut créer la motivation, puisqu'ils n'ont pas d'appétence spontanée pour les savoirs. Donc, il faut que ces dispositifs pédagogiques soient ludiques, attractifs, ludiques. Et troisième principe, il faut partir des connaissances familières. On ne peut pas tabler sur un héritage culturel qu'ils n'ont pas eu. Il faut donc partir des connaissances familières que ces enfants ont acquis dans leur famille et dans leur quartier, et les amener à construire par tâtonnement libre les savoirs que l'école a mission de leur transmettre.
ces principes sont aujourd'hui toujours dominants dans ce qu'on appelle l'atmosphère pédagogique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. L'année scolaire 2015-2016 a été marquée par quoi? Par une proposition, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, de réforme de l'orthographe, consistant à phonétiser davantage l'écriture du français. On en a moins parlé, mais cette proposition de réforme de l'orthographe s'est accompagnée d'une proposition de réforme de la numération, un peu à la belge, en harmonisant notre système de numération sur une base décimale, donc en enlevant tous les accidents qui introduisent ou qui rappellent le système de numération à base 20. Et enfin, la réforme du collège, et notamment la mise en place des EPI qui affichaient, dont les textes ministériels, l'Institut français de l'éducation de Lyon, l'ancien Institut pédagogique national, les SP, bon, il faut donner à ces enfants, les enseignements disciplinaires ne font pas sens pour eux, c'est trop abstrait, on exige trop d'eux, il leur faut du concret, il leur faut de l'attractif, c'est seulement avec des projets pluridisciplinaires interdisciplinaires, que pour eux les enseignements feront sens, c'est qu'ils arrêteront de cracher sur les savoirs et sur l'école. Donc, voilà la ligne de la rénovation pédagogique des années 70-80, dont les mots d'ordre principaux sont toujours dominants dans la tête des responsables de l'école. Paradoxalement, une diversité de recherche internationale en France, dans les pays francophones où la sociologie de l'éducation ou les sciences de l'éducation sont relativement vivantes, en Belgique, en Suisse, au Canada, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, pour ce que moi je connais de cette littérature, une abondance une diversité de recherche internationale montre de façon convaincante trois choses. D'une part, l'omniprésence des dénivelés d'exigence dans les systèmes éducatifs nationaux. Dans tous ces pays, on retrouve le même principe, enfin pas le même principe, on fait le même constat, celui d'une adaptation de l'institution, de ses concepteurs et d'une adaptation spontanée des enseignants eux-mêmes à ce qu'ils croient être les ressources des élèves et ce qu'on croit être les ressources des élèves relève toujours de cette conviction déficitariste que j'évoquais tout à l'heure. Cette propension à l'adaptation, elle a été montrée pour la première fois par un sociologue bien connu des sociologues, qui s'appelle Howard Baker, et qui avait fait sa thèse en 1953 sur les institutrices de Chicago, et qui montrait comment les institutrices de Chicago, selon l'école et la classe dans laquelle elles étaient affectées, adaptaient, avant même d'avoir vu leurs élèves, leurs ambitions pédagogiques au milieu social des élèves. Deuxième constat de ces recherches, le caractère absolument contre-productif des enseignements qui en rabattent sur les ambitions avec les élèves des classes populaires. Troisième constat, dans le débat je ne vais pas être trop long, mais dans la discussion je pourrais donner quelques exemples assez parlants. Troisième constat, à contrario, troisième
résultat de recherche le caractère efficace d'une posture exigeante à l'égard de tous les élèves, à commencer par une posture intellectuellement exigeante. Je ne parle pas de l'exigence à la Fillon avec tout le monde avec les blouses grises, etc. Je parle bien d'ambition intellectuelle, bien sûr. L'efficacité donc d'une politique d'ambition intellectuelle avec les élèves des classes populaires. Donc, pour en revenir à ma question initiale, je terminerai là-dessus, puis on va pouvoir discuter. Une école de la réussite pour tous. C'est une école qui a deux raisons de mettre en place un tronc commun et de se passer des notes. Nous, au GRDS, on propose ce qu'on appelle une école commune, justement, de 2 ans à 18 ans. Donc, avec une scolarité obligatoire à 18 ans. La première raison, c'est que la première raison du tronc commun, j'y faisais allusion tout à l'heure, la mise en concurrence est ravageuse pour les enfants des classes populaires. Elle ne peut pas faire autre chose que de valider les inégalités préexistantes. La deuxième raison, je vais y arriver parce que la réflexion sur les questions de la pédagogie débouche aussi sur la question de l'exigence d'un tronc commun. Donc, et c'est ce que je plaide, ce pourquoi je plaide dans mon dernier ouvrage, promouvoir une école de la réussite pour tous, c'est lutter pour passer de ce que j'appelle le paradigme déficitariste, c'est tout ce que je viens d'évoquer à propos de la rénovation, des principes de la rénovation pédagogique qui s'est déroulé dans le cadre de l'école unique et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, en finir avec la conviction déficitariste, avec le paradigme déficitariste, et lui substituer ce que j'appelle le paradigme de l'exigence. Donc en finir avec cette pratique omniprésente qui consiste à être exigeant avec les héritiers et à mettre en œuvre des formes compassionnelles de conduite des apprentissages avec les enfants des classes populaires. À la place de l'idée des pédagogues des progressistes des années 70, ne mettons pas les enfants du peuple en difficulté, et ça avec les meilleures intentions progressistes du monde. Je crois que l'expérience nous conduit à dire soyons très exigeants avec les enfants des classes populaires, parce que non seulement c'est efficace, mais c'est aussi pour ça que c'est efficace, c'est le seul moyen qu'a l'école d'apporter à ces enfants ce qu'ils ne trouvent pas dans leur famille. Je rappelle au passage que le service statistique du ministère de l'Éducation nationale a mis en évidence qu'entre l'entrée au CP et la sortie du CM2, les écarts cognitifs moyens entre un enfant de cadre et un enfant d'ouvrier étaient non pas compensés, même pas maintenus, mais multipliés par 2, entre l'entrée au CP et la sortie du CM2. Donc, la nouvelle pédagogie qui s'impose dans la visée d'une école de la réussite pour tous, c'est une pédagogie qui est exigeante pour tous et qui, bien évidemment, se soucie de donner à chacun les moyens de répondre à l'exigence, autrement dit, qui met au cœur de la classe la question de la difficulté d'apprentissage, qui fait de la difficulté d'apprentissage l'objet central du travail dans la classe, un objet tout à fait central du travail dans la classe,
débat. Bien évidemment, on peut imaginer toute une série d'obstacles s'opposant, on va commencer par les obstacles politiques, s'opposant à la mise en œuvre de cette école de la réussite pour tous. Je voudrais juste souligner, et c'est là que je retrouverai la question de la mise en concurrence, la façon dont je pense que la question peut se poser du point de vue des enseignants. Est-ce que les enseignants aujourd'hui sont prêts à s'investir à se mobiliser au service d'une école démocratique, réellement démocratique? Je crois que les enseignants sont profondément partagés entre ce qui est pour eux une condition du bonheur professionnel, c'est-à-dire le fait qu'ils m'écoutent, ils me comprennent et ils s'approprient, donc que tous leurs élèves réussissent, et puis la conviction déficitariste, conviction qui est vérifiée année après année par le fait qu'ils échouent à conduire toute leur classe à s'approprier les savoirs qu'ils leur ont proposés. Mais s'ils sont partagés, comme tous les salariés, ce sont des gens qui souhaitent faire leur travail du mieux possible et qui, par conséquent, souhaitent quand même que tous les enfants ont quand même ce grand souci que tous les enfants réussissent, même si ce souci s'accompagne aujourd'hui de beaucoup de scepticisme. Ils souhaitent néanmoins que tous les enfants réussissent, et qu'on a là, avec cette conception du bonheur professionnel, on a là un levier tout à fait important de mobilisation des enseignants. Pour autant, pour que ce levier soit agissant, il me semble qu'il faut changer le contexte, c'est-à-dire qu'il faut clairement redéfinir les objectifs et les missions de l'école. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux enseignants, et depuis un demi-siècle, la culture professionnelle des enseignants s'est très fortement structurée autour de ces deux exigences. Ce qu'on demande aux enseignants, c'est deux choses. C'est de former, certainement, mais c'est aussi de sélectionner. Et un tas d'études montrent que, par exemple, des choses tout à fait frappantes, un enseignant qui suit ses élèves la classe d'après, la classe suivante, fait beaucoup moins redoubler, faire doubler beaucoup moins d'élèves que si c'est un autre enseignant qui prend ses élèves l'année d'après. Pour une raison facile à comprendre, c'est qu'il n'a pas envie que son collègue lui dise « Mais qu'est-ce que c'est ces élèves que tu m'as envoyés? Ils sont incapables de suivre mon cours, t'aurais dû les faire redoubler, etc. » Par contre, si c'est lui qui les suit, il leur fait confiance et il se fait confiance et il continue à travailler avec eux. Donc, ce souci du bonheur professionnel peut être un levier très efficace si on dit aux enseignants jusque-là, vous deviez former et sélectionner. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est justement de ne plus sélectionner, mais c'est de conduire tout le monde à l'appropriation d'une culture commune. On vous donne des moyens, on vous donne du pouvoir, on vous donne de l'autonomie pédagogique, on vous donne des possibilités de travailler collectivement, on améliore très considérablement votre formation initiale, on vous donne des moyens de formation continue, mais nous partons du principe que tous les élèves peuvent réussir et on vous demande, par des moyens sur lesquels vous aurez un pouvoir important. Je rappelle à cet égard qu'il y a des pays qui ont supprimé l'inspection. C'est le cas de la Finlande, notamment. Il n'y a pas de corps d'inspection en Finlande,
ce qui a permis à la fois, parce que les inspecteurs ça coûte cher quand même, ce qui a permis à la fois de revaloriser les salaires des enseignants et d'améliorer le taux d'encadrement dans les classes. Donc là, il s'agirait de redéfinir clairement les missions de l'école. L'école n'a plus à sélectionner au mérite, elle a à conduire tous ses élèves à la fin du secondaire en s'étant approprié un bagage de culture commune. Cette redéfinition de la mission de l'école aurait un avantage corollaire considérable, c'est qu'elle inviterait très fortement les enseignants à traiter autrement la difficulté scolaire. Puisque aujourd'hui, l'institution met à la disposition des enseignants toute une série de moyens d'ordre institutionnel de traiter la difficulté d'apprentissage. C'est la mauvaise note, c'est le redoublement, c'est l'affectation, c'est le recours au RASED, c'est l'affectation à des classes d'enseignement spécialisé, c'est l'affectation à des classes là où on pratique les classes de niveau aux classes de faible niveau, c'est l'orientation vers les filières de l'enseignement professionnel, etc. Si on redéfinit les missions de l'école, redéfinir les missions de l'école, c'est inviter très fortement les enseignants à traiter la difficulté d'apprentissage avec les moyens du même registre. La difficulté d'apprentissage signale un problème d'intellection, c'est avec des moyens du même registre qu'il convient de la traiter si on veut faire réunir les enfants, c'est-à-dire avec les moyens de l'enseignement, de la pédagogie, du raisonnement, ce qui est de nature à changer considérablement la façon dont les choses se déroulent dans les classes. Voilà, il est 9h15, il est temps qu'on échange sur... je suis allé très vite, j'ai tracé un très large panorama, mais je suis prêt à débattre de toute question.